Pendant longtemps, pour ceux qui ont la mémoire des choses, pour voter les lois au Parlement, ce sont des valises d'argent qui vont à Porte-Novo. Vous avez oublié ça apparemment. Pourtant, ça date d'à peine 10 ans. On en parlait de manière confortable. C'est devenu quelque chose de courant. Ça ne gênait plus personne. Les lois, toutes les lois pratiquement, en tout cas les lois majeures, notamment si c'est une proposition de loi venant du gouvernement, il faut payer avant que le Parlement ne vote. C'est une proposition de loi dans laquelle le président ou le gouvernement a un intérêt particulier sur une disposition particulière. Elle a beau être pertinente, s'il ne paye pas, ce ne sera pas voté. Les valises d'argent circulaient entre Cotonou et Porte-Novo. Tout le monde le savait, ça. Et ça nous convenait bien. Nous étions tombés dans une perversion qui est devenue quelque chose de sport national, comme la plupart de nos travers. Hein. Mais j'ai été très vite confronté aussi à cette demande-là. J'ai dit, pas avec moi, pas question. C'est fini ça. Moi, je suis venu pour réformer. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais dit, je ferai un seul mandat de réforme et ça me suffira parce que j'ai considéré qu'il fallait combattre nos tares, nos perversions, nos vulnérabilités et que cela allait améliorer la population publique. La bonne gouvernance, allait instaurer la bonne gouvernance. Et j'ai combattu, j'ai refusé. Mais ce n'est pas n'importe qui résiste à ça. Mais j'ai entrepris, moi, honorablement, de parler avec la classe politique entière, tous les partis existants, y compris les FCBE d'alors, en proposant un pacte, en proposant qu'on travaille ensemble. Une partie a accepté, d'autres ont reçu le dictat de leur chef. Non. Mais j'ai réussi à recomposer une majorité au Parlement pour accompagner l'action publique, mon action. Je ne peux pas, parce que moi je suis chanceux, parce que je suis parfois un peu kamikaze, je ne peux pas voir des imperfections, des choses graves qui génèrent des travers et en partant dire, bon, tant pis, moi je m'en suis sorti, le reste on verra bien. C'est mon pays. C'est le pays de mes enfants, mes petits-enfants, de vos enfants, de nous tous, de mes concitoyens, les gens de mon village, les gens du village voisin, les gens du village lointain. Bref, c'est le pays de mes concitoyens. Et si Dieu me donne une longue vie, je serai béni encore peut-être pendant quelques années, et je vais subir la gouvernance de mon pays. Donc, je ne peux pas voir quelque chose mérite d'être corrigé, quelque chose est une faiblesse, une tare, une perversion, et laisser ça ainsi. C'est pour ça qu'on a suggéré qu'il y ait un organe qui soit capable d'arbitrer entre le président de la République et le Parlement en cas de blocage, au cas où une loi serait votée par le Parlement. Le président de la République demande une deuxième lecture. Le Parlement ne tient pas compte de la demande du président. Donc, il y a deux positions. Et cela peut être une loi importante. C'est vrai que les lois de finances, la Constitution a prévu les voies et moyens pour contourner les blocages. Mais il y a plein d'autres lois qui sont d'importance pour la République et qui parfois font l'objet donc de blocages entre le Parlement et le gouvernement. Nous avons dit qu'il peut y avoir un conseil de sages, de sachants, les gens qui ont été au Parlement, qui ont été dans la fonction, qui ont été à la Cour constitutionnelle, sont des personnalités diverses qui peuvent examiner la demande du président, la loi votée par le Parlement et dire le Parlement a raison, le président de la République a tort, ou bien le président de la République a raison, c'est le Parlement qui a tort. Un tel organe peut permettre, si le président de la République a des observations, des demandes qui vont dans le bon sens, qui sont d'intérêt général, un tel organe peut permettre que cette loi soit votée, soit promulguée selon les demandes pertinentes du président, afin que ce ne soit pas des considérations politiques mesquines qui empêchent la mise en œuvre de quelque chose qui est bon pour le pays.
Nous considérons que ne regardez pas le Sénat à l'entame. Imaginez le Sénat dans 10, 15, 20 ans. Un organe du genre qui rassemble autant de personnalités qui ont été dans ces genres de fonctions, forcément à quelque chose de plus que le gouvernement lui-même, que quelque chose de plus que le Parlement lui-même en matière d'appréciation de l'intérêt général. Un tel Sénat peut être un bon arbitre, parce que c'est pour aussi que le président de la République veuille faire quelque chose qui ne soit pas de l'intérêt général, ou bien qui soit purement relatif à un calcul politicien, politique. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous avons dit que le Sénat peut avoir un petit rôle législatif. Le Sénat ne peut pas reformuler la loi. Il peut simplement dire telle position paraît plus conforme aux intérêts de la nation que telle position donc donne raison à l'une position. Et quand le Sénat arbitre, la disposition ou la loi ou les dispositions de la loi qui ont reçu l'arbitrage du Sénat s'imposent. Et en ce moment, le président est tenu de la promulguer, ou sinon, la Cour constitutionnelle proclame la loi exécutoire. Voilà un aspect qui relève de ce que je sais de la fonction que j'ai exécutée pendant bientôt 10 ans. Le Sénat également peut demander parfois une deuxième lecture. Le Parlement a voté une loi et le Sénat estime qu'il y a telle disposition qui sont peut-être pas suffisamment pertinentes ou qui ne vont pas dans le bon sens. Le Sénat peut conseiller, en fait, peut demander au Parlement, je vous suggère d'examiner telle chose. Et vous revotez la loi. Si le Parlement vote la loi à nouveau, sans tenir compte des observations du Sénat, le Sénat ne peut rien faire. Le Sénat s'incline parce que le Sénat n'a pas véritablement le pouvoir législatif direct.